Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent La guerre de sécession de John Keegan, lu par François Cottrell. Introduction. J'ai commencé un précédent ouvrage par cette phrase. La Première Guerre mondiale fut cruelle et inutile. La guerre de sécession américaine, à laquelle on peut la comparer, fut, à n'en pas douter, également cruelle, à la fois par les souffrances infligées aux belligérants et par l'angoisse des endeuillés à l'arrière. Mais elle ne fut pas inutile. En 1861, le désaccord né de l'esclavage, entre autres points de divergence entre le Nord et le Sud, était si vif que sa seule issue consistait en un puissant sursaut d'énergie. Certainement à cause de la conviction que seul l'esclavage pouvait contenir le problème racial en Amérique, la solution passerait probablement par une séparation permanente des États esclavagistes du reste du pays, et peut-être, étant donné les conséquences d'une telle séparation, par une guerre. Celle-ci n'était pourtant pas inévitable. Plusieurs facteurs politiques et sociaux auraient pu conduire à une solution pacifique. Si le Nord avait été gouverné par un président installé et non nouvellement élu, et dont les vues anti-esclavagistes avaient été moins provocatrices pour le Sud. Si le Sud avait bénéficié de dirigeants aussi compétents et éloquents que Lincoln. Si les deux partis, et surtout le Sud, avaient moins subi le militarisme amateur des régiments de volontaires et des clubs de tir du monde anglo-saxon, de part et d'autre de l'Atlantique au milieu du siècle. Si l'industrialisation n'avait pas si fortement persuadé le Nord qu'il pouvait tenir tête à l'agressivité sudiste. Si l'appétit de l'Europe pour le coton n'avait pas convaincu tant de planteurs et de producteurs au sud de la ligne Mason-Dixon, qu'ils avaient les moyens de dicter au monde les termes d'une diplomatie séparatiste. Et si tant de si ne s'était pas agrégé dans les mentalités du Nord comme du Sud, la simple prise en compte de la paix et de la nécessité de son maintien aurait pu couvrir les clameurs des foules en marche et des appels au recrutement, et sortir le pays de l'agitation fébrile et guerrière au profit du calme et du compromis. Les Américains étaient passés maîtres dans l'art de la conciliation. Une demi-douzaine de compromis majeurs avaient déjà écarté la menace de la sécession au cours du XIXe siècle. De fait, le recours tacite à des ententes était devenu la règle des relations avec les anciens suzerains coloniaux au début du siècle, depuis l'aberrante guerre de 1812 avec la Grande-Bretagne. Malheureusement, les Américains étaient aussi gens de principe. Ils les avaient inscrits dans les préambules de leurs remarquables documents institutionnels, la Déclaration d'indépendance, la Constitution et ses 10 premiers amendements, ou Bill of Rights. Et en cas de provocation, cet esprit de principe devenait leur guide. Puis encore, les principaux points de divergence entre le Nord et le Sud en 1861 pouvaient être interprétés comme autant de principes. L'indivisibilité et le pouvoir souverain de la République et les droits des États étaient liés aux passions de l'âge d'or de la naissance de la nation et pouvaient être de nouveau invoqués lorsque la République était menacée. Henry Clay et John C. Calhoun, idéologues profondément sincères et éloquents, les avaient clamés et ressassés au cours des querelles politiques des premières décennies du siècle. Enfin, l'Amérique avait malheureusement produit des leaders d'opinion d'une formidable force de persuasion. Pour le malheur du Sud, après avoir dominé le débat dans la première moitié du siècle, la question de principe cessait d'être un duel verbal et menaçait de devenir un appel à l'acte au moment même où le Nord se dotait d'un dirigeant plus éloquent et plus belliqueux que tous les autres. En 1861, la guerre frôlait la surface du débat. À peine le Sud eut-il commencé à s'organiser dans le sens de la sécession qu'il nomma non seulement son propre président confédéré, mais aussi un secrétaire à la guerre et des secrétaires d'État, du Trésor et de l'Intérieur.
Et à peine installé au pouvoir, le président Lincoln enrôlait les milices des États du Nord au sein du service fédéral et appelait des volontaires par dizaines de milliers. En l'espace de quelques semaines, une des nations les plus paisibles du monde civilisé bruissait, sinon d'hommes en armes, du moins d'hommes qui réclamaient des armes, défilaient et s'entraînaient au maniement des armes. Les armes elles-mêmes n'apparurent pas tout de suite, mais ce délai ne suffit pas à calmer les esprits, car le défi lancé à l'intégrité et à l'autorité de la République avait attisé de profondes passions populaires. Dans l'Ancien Monde, cette agitation était devenue, par les luttes de libération nationale, dans la partie hispanophone du continent américain comme dans sa moitié anglophone, la préoccupation des populations. L'Amérique de 1861, celle du Nord comme celle du Sud, avait tacitement décidé que les questions de principe soulevées par l'élection d'Abraham Lincoln étaient suffisamment sérieuses pour combattre en leur nom. Cette décision allait donner au conflit imminent un objectif inflexible. Il deviendrait une guerre entre peuples, et de chaque côté, ceux qui considéraient jusqu'alors ne former qu'une seule nation commenceraient à prendre conscience de leurs différences et à les juger plus importantes que les valeurs qu'ils acceptaient depuis 1781 comme permanentes et contraignantes. Le conflit serait donc une guerre civile, et c'est ainsi qu'il serait rapidement qualifié et reconnu. Entre-temps, cependant, les dirigeants du Nord et du Sud commencèrent à envisager quelle forme la guerre devrait prendre si elle devait frapper leur peuple. La question pour le Sud était simple. Il lui faudrait défendre ses frontières et repousser tout envahisseur. Pour le Nord, les choses étaient plus complexes. Toute guerre serait une rébellion, un défi à son autorité qu'il faudrait vaincre. Mais comment et plus fondamentalement où faudrait-il infliger la défaite? Le Sud représentait la moitié du territoire national, une zone immense qui ne jouxtait les régions organisées du Nord qu'en quelques points fort distants les uns des autres. Des contacts existaient entre le Sud et la région des grandes villes du Nord, dans le corridor du littoral atlantique du Maryland et de Pennsylvanie, région largement équipée en chemin de fer. Il y avait quelques connexions ténues dans la vallée du Mississippi aux longues liaisons fluviales, mais où les villes étaient rares et la population peu dense. En conséquence, quand la guerre éclata en avril 1861, elle commença de façon aventureuse. Non préparées et sans directive réelle, les armées embryonnaires s'affrontaient quand elles se retrouvaient et comme elles le pouvaient. Les premiers heurts eurent lieu dans ce qui deviendrait l'État de Virginie occidentale, des engagements mineurs sur ce que le correspondant du Times de Londres qualifierait de champ de bataille non livré. Ce fut grandement à l'avantage du Sud que le premier affrontement majeur de la guerre, dit première bataille de Manassas ou du Bull Run, s'acheva. Il eut des conséquences lamentables pour les États-Unis. Cette conclusion inespérée démoralisa le Nord, mais convainquit le Sud que la victoire ultime était à sa portée. Si l'affrontement avait tourné différemment, ce qui aurait pu facilement être le cas, la guerre se serait peut-être achevée plus rapidement et à un coût bien moindre pour les deux parties. En ces circonstances, après la bataille du Bull Run, la guerre serait menée comme une entreprise majeure nécessitant de part et d'autre la mobilisation la plus totale des ressources. Cependant, ce premier affrontement n'indiquait pas de marche à suivre pour le Nord ou pour le Sud. Il contraignait toujours le Sud à la défensive, sans dévoiler à Lincoln et à ses généraux comment conduire une offensive couronnée des succès. Le très décrié général George McClellan, organisateur de génie mais stratège et guerrier sans enthousiasme, décida de déplacer l'armée du Potomac des environs de Washington jusqu'aux abords de Richmond, en lui faisant descendre par mer la baie de Chesapeake. C'était une idée heureuse car elle permettait d'éviter les franchissements de rivières qui seraient âprement disputés dans le nord de la Virginie pendant la marche d'approche d'une capitale à l'autre. Ce qu'elle épargna à l'armée de l'Union fut démontré lors de la campagne terrestre ou Overland Campaign
de 1864, quand le général Ulysses S. Grant dut livrer une succession de batailles meurtrières comme Spotsylvania et Cold Harbor. La campagne de la péninsule, ainsi que fut baptisée l'opération de McClellan, aurait pu être gagnée. Mais le caractère timoré de son instigateur le priva de résultats significatifs, obligeant l'armée du Potomac à se cantonner à de stériles combats frontaux dans le nord de la Virginie. Cet échec favorisa également l'émergence du général Robert E. Lee, qui allait contrecarrer toutes les tentatives d'offensive de l'armée du Potomac pendant 3 ans, tout en lançant lui-même plusieurs offensives en territoire unioniste.